avec l'actualité politique et parlementaire et les titres de cette actualité. Saveria, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Emmanuel Macron veut une solution pour Ascoval. Ce sont des gens courageux. Le chef de l'État s'est exprimé hier soir en marge d'une réunion avec des parlementaires sur le sort de cette aciérie du Nord en redressement judiciaire. Une réunion décisive doit se tenir à Bercy ce matin. J-4 avant le référendum, c'est dimanche que la Nouvelle-Calédonie se prononce sur son avenir. Les Calédoniens vont devoir répondre oui ou non à l'indépendance de leur île. Notre envoyé spécial Jérôme Rabier est sur place. Reportage à suivre. Le retour de la réforme constitutionnelle en janvier, confirmation de Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Mais contrairement à ce que veut le Sénat, les 3 volets ne seront pas examinés d'un bloc. La réforme ne sera pas votée dans son ensemble avant 2020. J-4 avant le référendum. C'est dimanche que la Nouvelle-Calédonie se prononce sur son avenir. Les Calédoniens vont devoir répondre oui ou non à l'indépendance de leur île. Regardez ce reportage tourné sur place hier par notre envoyé spécial Jérôme Rabier. 30 ans après les accords de Matignon-Oudinot qui avaient prévu ce référendum, les Calédoniens sont enfin appelés à se prononcer. Oui ou non veulent-ils accéder à la pleine souveraineté ? Une question simple sur laquelle indépendantistes comme loyalistes mobilisent depuis déjà des mois. Autant avoir la République avec nous pour non seulement nous soutenir, mais surtout nous accompagner. Et dans cette dernière ligne droite, pas question pour Gérard Poadja, sénateur du territoire, de délaisser les zones reculées, même si elles sont traditionnellement acquises aux indépendantistes qui l'affrontent aujourd'hui. Nous faisons aussi bien des meetings, des réunions politiques dans nos villages, dans nos quartiers, mais il est important aussi d'aller dans le pays profond. Généralement ici, l'ensemble de nos tribus sont à 80 ou 90% indépendantistes. Et donc c'est la raison pour laquelle il nous appartient aussi d'aller leur préciser notre projet politique dans la République. Une défense de la Calédonie au sein de la République aux antipodes des vœux des indépendantistes qui eux s'y mobilisent. Leurs meetings font la part belle aux traditions kanak et reçoivent le soutien d'autres figures indépendantistes comme Oscar Temaru venu de la Polynésie française. Et pour eux, les 165 ans de colonisation ont assez duré. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle de notre histoire, donc l'histoire calédonienne, commencée il y a déjà 165 ans. Et il nous faut maintenant, à partir du 4 novembre, dans un sens ou dans un autre, comme on dit, fermer la parenthèse de l'histoire de la colonisation française en Nouvelle-Calédonie. Si nous voulons vraiment former des cadres de haut niveau et faire en sorte que nous puissions librement gérer notre pays et nos affaires, il faut sortir du carcan constitutionnel français, ça c'est notre position. Signataire des accords de Nouméa en 1998, Roch Vamitian considère qu'une page doit se fermer, tout comme son adversaire loyaliste Pierre Frogier. Le sénateur et président du Rassemblement multiplie lui aussi les réunions, comme ici à l'île des Pins, située au sud de la Grande Terre. Il faut un grand nom, parce que le 5 novembre, ce sera plus comme avant. Mais Pierre Frogier, confiant dans les sondages qui donnent une large victoire au non, veut aller plus loin et mettre fin au processus prévu par l'accord de Nouméa. Nous devrons veiller tout d'abord à ce que ce résultat ne nous soit pas confisqué. Il ne servira à rien de poser la même question par référendum une deuxième et une troisième fois. Je déposerai donc une proposition de loi constitutionnelle de façon à écarter ces référendums. Pour lui, comme pour beaucoup de Calédoniens, c'est l'après-référendum qui occupe déjà les esprits. La visite du Premier ministre au lendemain du vote devrait apporter une indication sur les intentions de l'État. Mais localement, les visions divergent. C'est aussi ça l'enjeu du référendum et du futur pour la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron veut une solution pour Ascoval. Ce sont des gens courageux. Le chef de l'État s'est exprimé hier en marge d'une réunion avec des parlementaires sur le sort de cette aciérie du Nord en redressement judiciaire. Bruno Le Maire a de son côté posé les conditions d'une reprise. 280 emplois sont en jeu. Une réunion décisive doit se tenir ce matin à Bercy. Les explications de Jordan Klein.
Ce sont 280 salariés de l'acierie d'Ascoval dans le Nord qui sont aujourd'hui menacés de perdre leur emploi. Ce matin encore, les employés bloquaient une des portes d'accès pour protester. L'entreprise a jusqu'au 7 novembre pour trouver un repreneur crédible. Et pour l'instant, seul Altifort s'est présenté. Mais ce matin, la secrétaire d'État auprès du ministre des Finances a posé ses conditions. L'offre de reprise devra se faire sans Vallourec, le principal client. Alors ce matin, certains sénateurs républicains restent dubitatifs. Sur le papier et par rapport aux éléments que nous avions la semaine dernière, au moment d'ailleurs où elle a répondu à une question d'actualité, il semblait qu'une reprise sans Vallourec semblait difficile. Si Madame la Ministre annonce qu'une proposition sans Vallourec peut se faire, il faut l'étudier de très près. Même tonalité de l'autre côté de l'échiquier politique. Les communistes, inquiets, ont même prévu d'envoyer un courrier au Premier ministre pour leur faire connaître leurs propositions. J'espère que ça veut dire que l'État va jouer tout son rôle dans l'affaire, puisque l'État est actionnaire à 15%. Donc ce que nous préconisions, nous, avec l'ensemble des élus du territoire, c'est que l'État monte en capital à 33% pour peser dans la décision. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un canard boiteux, c'est une entreprise qui a de l'avenir. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Demain, une réunion avec toutes les parties prenantes au dossier est prévue à Bercy. Emmanuel Macron pourrait même profiter de son déplacement dans le Nord la semaine prochaine pour éventuellement se rendre sur le site d'Ascoval. Et puis, sujet sensible, le retour de la réforme constitutionnelle en janvier. Saveria, avec une confirmation de Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Et contrairement à ce que veut le Sénat, les 3 volets ne seront pas examinés d'un bloc. Le projet de loi constitutionnelle sera bien à l'ordre du jour en janvier, mais il faudra attendre pour les volets organiques et ordinaires. Stéphane Amalian. La réforme des institutions de retour au Parlement en janvier prochain. L'annonce vient de Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le Parlement. La réforme comprend 3 volets, une loi organique, une loi ordinaire et une loi de révision constitutionnelle. Des textes qui seront vraisemblablement étudiés les uns après les autres. Quelle partie du texte revient, Jean-Luc ? La partie constitutionnelle. Après, il y aura les lois organiques sur le cumul dans le temps et sur la réduction du nombre de parlementaires. Et puis une loi simple, qui est la loi sur la proportionnelle. Et il me semble, il faut donner le temps qu'il y ait dialogue entre l'Assemblée et le Sénat. Il n'y a pas lieu d'avoir de la précipitation. Problème, le Sénat milite pour une réforme en un seul bloc. Pour y voir plus clair, un point de vue qui fait consensus à droite comme à gauche au Palais du Luxembourg. Lorsqu'on aborde la question des institutions et de la Constitution, on aborde toutes les questions en même temps. Il faudra aborder le rôle de l'exécutif, il faut aborder le rôle du Parlement, en sachant que le contrôle de l'exécutif est une question essentielle. Et donc en abordant par petits bouts le dossier, ce n'est pas une bonne façon de prendre les choses. Le président du Sénat a dit à plusieurs reprises, et c'est la position de notre groupe, que la réforme doit être vue dans sa totalité, c'est-à-dire non seulement la loi constitutionnelle, mais aussi la loi organique, où du reste l'avis du Sénat doit être conforme. Donc nous, ce sera notre position, et je pense que le président du Sénat aura l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Marc Fesneau évalue à 12 ou 14 mois le temps nécessaire à l'examen des 3 textes. Ce calendrier quelque peu fractionné a toutes les chances de devenir un nouveau point d'achoppement entre l'exécutif et le Sénat. La crise migratoire et la gestion européenne de cette crise en débat au Sénat. Les sénateurs ont notamment entendu Jean-Yves Le Drian exposer les orientations de la France pour gérer ce phénomène. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères. En 2015, 1 800 000 personnes avaient franchi de manière irrégulière les frontières extérieures de l'Union. Depuis lors, la situation a beaucoup évolué. Les franchissements irréguliers ont fortement décru. Les initiatives prises au niveau européen ont donc porté leurs fruits, puisque entre le 1er janvier de cette année et le 21 octobre, il n'y a eu que 115 400 migrations irrégulières. L'Europe n'est donc plus confrontée à une crise migratoire aiguë. Toutefois, malgré cette nette diminution, les flux d'arrivée restent continus. Construire une politique migratoire commune, pérenne et résiliente est donc une nécessité. Les orientations du Conseil européen de juin, qui constituaient un compromis que beaucoup disaient impossible, et qui ont été confirmés par le Conseil européen du 18 octobre, sont pour nous une feuille de route qui nous engage tous. Ce plan d'action repose sur 3 piliers.
un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union, le renforcement de nos règles internes et le renforcement de notre action extérieure. Voilà, dans un instant, c'est le face-à-face, l'invité politique, le deuxième de cette émission. À tout de suite. Face-à-face de Saveria avec Cathy Apourceau-Poly, sénatrice communiste du Pas-de-Calais, arrivée récemment en juillet dernier au Sénat en remplacement de Dominique Patrin. Vous lui avez succédé. Oui, bonjour et merci d'être là. C'est votre la première fois sur ce plateau? Oui, la première fois. Bonjour Cathy Apourceau-Poly. Vous êtes sénatrice communiste, vous êtes née dans ce bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Vous en portez les combats depuis de nombreuses années, à la fois comme militante, comme élue communiste. Le combat Ascoval, dont on parle beaucoup aujourd'hui, réunion décisive ce matin, 300 emplois en jeu. C'est un combat que vous portez également? Oui, évidemment, le combat d'Ascoval devient le combat de toute une région. Vous connaissez la situation du Nord-Pas-de-Calais, situation fragilisée, importante, notamment très fragilisée par le chômage que l'on y vit, une région où le chômage est à plus de 11%. Et donc, le candidat Macron, à l'époque, était venu annoncer en 2015 que le fleuron d'Ascoval ne fermerait pas. Donc nous attendons aujourd'hui un geste de l'État qui est actionnaire à 15% pour que celui-ci entre au capital beaucoup plus. Nous demandons à ce qu'il entre à 33% au capital pour sauver cette entreprise, parce que on ne parle pas que d'acier d'entreprise, même si c'est un savoir-faire important, mais on parle d'humains et de familles, et comme vous le disiez à l'instant, d'hommes et de femmes. Alors Emmanuel Macron se rendra peut-être sur place la semaine prochaine, c'est ce qu'annonce en partie l'Élysée. Hier soir, il a déclaré, je crois beaucoup dans l'industrie dans les Hauts-de-France, je ne pense pas que l'avenir soit une France exclusivement tertiaire. Voilà des propos du chef de l'État hier soir. Ça vous rassure ce discours ? Écoutez, ça me rassure, bien sûr que ça me rassure. Maintenant, il ne suffit pas d'être rassuré, il nous faut des actes. Et les actes, c'est que l'État, et notamment le président de la République, puisse avoir à l'égard de cette région des actes forts, en exigeant que Vallourec puisse donc jouer son rôle, comme il doit le jouer, parce que je rappelle que Vallourec a été en difficulté et a reçu près de 500 millions de fonds publics. Donc aujourd'hui, Vallourec doit continuer à essayer donc de passer les commandes, pas essayer, mais doit passer les commandes pour qu'Ascoval puisse vivre. Donc Vallourec doit jouer son rôle et l'État doit également jouer le sien. De façon plus générale, est-ce que vous déplorez le manque de vision d'ampleur, de stratégie sur l'industrie en France? Oui, bien évidemment. J'étais pour ma part la semaine passée à l'entreprise Bridgestone dans le Pas-de-Calais, une entreprise qui fabrique des pneus. Ces entreprises nous disent aujourd'hui le peu de visibilité qu'elles ont sur les investissements, parce qu'elles connaissent, les salariés connaissent généralement leur entreprise parfaitement, et tous ces salariés donc, que je rencontre, mais là en l'occurrence c'était Bridgestone, me disent leur inquiétude sur le manque de visibilité à long terme, le manque d'investissement d'avoir une stratégie sur l'industrie. Bien sûr, aux industriels eux-mêmes, d'abord, mais également à l'État qui doit, et notamment on parlait tout à l'heure d'Ascoval, je rappelle quand même que nous manquons d'acier en France, que si demain Ascoval ne produit plus d'acier, on ira l'acheter au Brésil, notamment, et que donc quand même c'est un peu dommage d'aller acheter de l'acier au Brésil ou ailleurs, dans d'autres pays du monde, quand on peut en produire chez nous et qu'on en a besoin. Cathy Apourceau-Poly, quelques mots sur l'emploi, le chômage. C'est un fléau qui, bien sûr, on l'a dit, touche durement votre région. Le chômeur est reparti à la hausse la semaine dernière, plus 0,4% au troisième trimestre. Pourquoi les réformes de la majorité, elles restent sans effet sur l'emploi ?
Alors pourquoi ? Parce que je pense que ce ne sont pas des réformes qui sont efficaces. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, bien souvent, moi je rencontre des gens parce que je pense qu'il est important de parler des gens que l'on rencontre et des gens que l'on côtoie. En tant qu'élu de terrain. Oui, voilà. Et j'y tiens parce qu'on parle souvent de mesures, de milliards, d'argent. Et évidemment, c'est le nerf de la guerre. Mais je pense qu'on ne s'arrête pas assez sur l'humain et sur les gens. Et donc, les gens me disent aujourd'hui, quand on va à Pôle emploi, un Pôle emploi qui, je le rappelle, manque de moyens, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont sans emploi sont peu accompagnés finalement, quand on regarde bien. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas... J'ai rencontré les salariés de Pôle emploi la semaine passée de ma région. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que les mesures et les moyens qui leur sont dédiés ne sont pas assez importants pour suivre les gens. Mais bon, je pense qu'au-delà de ça, il n'y a pas de véritable mesure qui soit prise sur les questions de l'emploi et notamment dans notre territoire. On va terminer rapidement avec le budget de la sécurité sociale qui arrive au Sénat dans 2 semaines. Vous avez beaucoup travaillé sur ce budget de la santé. De quelle façon le Sénat, vous comptez, le groupe communiste, imprimer votre marque sur ce budget de la sécurité sociale pour 2019 ? Oui, alors ce budget de la sécurité sociale, pour moi, c'est une première, puisque évidemment, je succède, comme vous l'avez dit en début d'émission, à Dominique Watrin. Voilà. Il ne faut pas se cacher les choses. Ce projet de la sécurité sociale, c'est projet contre projet. Nous pensons, pour notre part, que les mesures qui sont annoncées sont dangereuses et remettent complètement en cause la sécurité sociale. Nous avons, avec mon groupe, entamé le tour de France des hôpitaux. Et nous avons visité donc des dizaines et des dizaines d'hôpitaux à travers la France, des dizaines d'hôpitaux, des dizaines d'EHPAD, et on a vu la souffrance dans laquelle se trouvaient les personnels soignants, mais se trouvaient également les familles, les usagers. Et les personnels soignants, c'est d'ailleurs affligeant qu'elles se trouvent dans cet état d'esprit, parce que la plupart nous disent, et ce sont souvent des dames qui travaillent dans les EHPAD, elles nous disent « on a l'impression aujourd'hui de ne plus pouvoir faire notre travail correctement ». Alors que nous sommes attachés à ce que l'on fait, mais on n'y arrive plus, quoi. Nous sommes en souffrance et donc tout le monde est en souffrance. Et je pense que ce sera évidemment ici au Sénat projet contre projet, parce que nous pensons qu'il n'y a pas... Voilà. C'est ce qu'on regardera dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Cathy Apourceau-Poly, sénatrice communiste du Pas-de-Calais et qui a fait son entrée au Sénat en juillet dernier. Merci beaucoup. On passe à l'agenda dans un instant. Saveria, au programme de l'agenda. Alors, c'est à suivre en ce moment même, ça se passe en ce moment même, un entretien à la présidence entre Gérard Larcher et Richard Ferrand sur la création d'un groupe bicaméral et transpartisan sur le projet de loi de bioéthique. C'est Emmanuel Macron qui veut la création de ce groupe. À 8h30 également, en ce moment, l'audition de Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires, sur la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires. Et enfin, cet après-midi, à 16h30, la première audition d'Emmanuel Vargon, la secrétaire d'État à la transition écologique, sur le projet de loi de finances pour 2019. Voilà pour l'agenda, et on va passer maintenant à l'œil de Jean Massier. C'est un œil numérique ce matin, on en parle dans un instant. Jean Massier, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean. Vous animez questions aux sénateurs sur cette chaîne. Absolument. Alors, on va parler de la réforme constitutionnelle. On a appris, Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, confirme que cette réforme des institutions sera bien le premier texte examiné en janvier prochain, mais c'est la partie constitutionnelle de cette réforme qui revient en janvier. Et oui, absolument, c'est le retour de la réforme institutionnelle, celle qui s'était arrêtée avec grand fracas au milieu de l'été avec l'affaire Benalla. C'est le retour donc de ce texte haut en couleur. On sait que c'est un point d'achoppement terrible entre Emmanuel Macron et ses opposants. Emmanuel Macron
Macron qui a besoin de réunir les 3/5 au Congrès, il a donc besoin notamment des sénateurs, et il a besoin de réussir à convaincre sur ce texte constitutionnel qui comprend un certain nombre de réformes, notamment une réforme de la partie, disons, la mécanique parlementaire. Alors, autre précision, c'est ce qu'on a appris également du ministre Marc Fesneau, la réforme dans son ensemble, elle ne sera votée qu'en 2020. Et oui, absolument, puisque la réforme institutionnelle comprend un volet constitutionnel qui, en fait, n'est pas celui qui comprend le plus de points d'achoppement. C'est le paradoxe, d'ailleurs, de notre droit constitutionnel. C'est dans la loi organique et la loi ordinaire que se trouvent les points qui vont faire le plus grand bruit et qui vont le plus bouger les choses. C'est la réduction du nombre de parlementaires. La réforme constitutionnelle qui reprend, dont l'examen reprendra en janvier prochain, il fait globalement consensus sur ces mesures principales, à l'exception peut-être du droit d'amendement. Mais ce qui va être intéressant, ça va être le débat sur les lois organiques et ordinaires. Donc en fait, c'est une sorte de changement de stratégie, d'une certaine façon. Le gouvernement tient absolument à ce que cette réforme aboutisse, quitte à faire des concessions au Sénat. Absolument. On se souvient d'Emmanuel Macron qui voulait à grand fracas, dès le début de son quinquennat, réformer le droit du travail et puis pourquoi pas la Constitution aussi rapidement. Et là, il y a un changement de braquet de la part de l'exécutif. Il y a une volonté d'aller un peu plus lentement, de prendre le temps de jouer le jeu du Parlement, de jouer le jeu de la discussion. Ça va prendre du temps, ça va être une réforme dans la longueur. Donc on ne fait pas de précipitation, on ne réforme pas la Constitution comme on réforme le Code du travail. Ça va prendre du temps et c'est ça qui va être intéressant de suivre. Ça va être l'implication des parlementaires dans ce débat assez fondamental. Dernière question, Jean Massier, est-ce que c'est un sujet, ce texte, cette réforme qui intéresse les jeunes, les internautes? Oui, ça intéresse les internautes, pas tant la question technique et légistique de comment fonctionne la Constitution. Ce qui intéresse les internautes, c'est la réforme de notre démocratie. On voit les démocraties partout dans le monde vaciller et les internautes, les citoyens sont très attentifs à la place qu'ils ont dans le débat public. Donc cette réforme... Quelles sont les questions qu'ils vous posent? Les questions qu'ils nous posent, c'est quelle va être notre place à nous. Nous, les citoyens, dans cette réforme. Le pouvoir de décision, c'est ça. Le pouvoir de décision, le pouvoir d'avoir plus de transparence, plus d'open data, plus de participation des citoyens dans des processus législatifs via le numérique, par exemple. Plus de contrôle du Parlement, plus de contrôle de l'action du gouvernement, mais aussi du Parlement, effectivement. Donc il y a une véritable attente sur la question institutionnelle et démocratique. Alors après, est-ce que cette réforme y répond ? Pas encore. On verra dans le cadre du débat si les internautes sont satisfaits. Merci bien, merci beaucoup. Merci Jean Massier. Question au sénateur tout à l'heure à 17h. Et votre invité ? Ce sera Fabien Gay, le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup Jean Massier. Vous revenez quand vous voulez sur ce plateau. Merci à vous. On passe à la revue de presse dans un instant. On commence avec le scandale des bébés sans bras, un article à lire dans la version numérique du Progrès de Lyon, un des journaux du groupe EBRA ce matin. Inquiétude dans l'Ain, 11 nouveaux cas de bébés nés avec un bras atrophié ont été détectés. Ces 11 cas s'ajoutent aux 14 cas avérés. L'Agence nationale de santé publique va vérifier tous les cas suspects. Et dans le Progrès, c'est la maman de Louis qui témoigne. Louis est né en 2012, sans doigt à la main droite. À l'époque, ses parents vivaient à Villars-les-Dombes dans l'Ain. Des cas groupés de bébés sans bras ont été observés dans ce département, mais aussi en Loire-Atlantique et en Bretagne. L'Agence nationale de santé publique va vérifier tous ces cas suspects, annonce hier du gouvernement. Voilà, on reste dans le domaine de la santé avec La Voix du Nord ce matin. En ce mercredi, il s'agit de patients anglais. La version numérique de La Voix du Nord est de plus en plus de patients anglais soignés à l'hôpital de Calais grâce à un partenariat avec la sécurité sociale anglaise. Le centre hospitalier de Calais prend en charge des patients anglais. 75 patients, principalement du Kent, ont été opérés entre janvier et août 2018. Parmi eux, Tim, 54 ans, opéré pour une ablation de la vésicule biliaire. Il s'est tourné vers la France car en Angleterre, il aurait dû attendre 4 à 5 mois pour être opéré. Aujourd'hui, à Calais, le personnel est même bilingue. 150 infirmiers, chirurgiens et aides-soignants ont été formés à la langue anglaise. Voilà, on l'a beaucoup traité dans le journal des territoires avec notamment des sujets là-dessus, une maternité qui ferme à la une de la Nouvelle République du Centre-Ouest, le deuxième grand quotidien de la Nouvelle-Aquitaine. On en a parlé plusieurs fois, c'est la maternité du Blanc qui ferme malgré le soutien de la population et des élus qui avaient même démissionné pour protester. Elle ferme pour des raisons de sécurité, c'est ce qu'explique le gouvernement. Hier, la maternité a été évacuée puis vidée de son mobilier par les gendarmes. Et puis le mur de la honte à la une de la Marseillaise ce mercredi. C'est un conflit qui s'enlise autour d'un chantier, le chantier de la Plaine. C'est les travaux de la place Jean Jaurès à Marseille pour étouffer la contestation des habitants. La ville a décidé d'ériger un mur pour protéger des travaux, des pans de béton de 2,50 m de haut pour un coût, attention, à la charge du contribuable de 390 000
€. Pour se justifier, le préfet de police a rappelé que depuis le début du conflit, 150 agents de police sont mobilisés chaque jour pour sécuriser l'endroit. Et à la une du plus grand quotidien francophone du monde, Ouest France, un sondage, le regard des Français sur leurs dirigeants ce matin. Le regard des Français sur leurs dirigeants, c'est un sondage IFOP. L'IFOP a sondé les Français sur leur perception du pouvoir, notamment sur le président de la République. Le président qui incarne le mieux ce pouvoir, c'est le général de Gaulle, avec 65% des voix. Emmanuel Macron, l'actuel chef de l'État, arrive lui avant-dernier avec 12% des voix. Voilà, c'est-à-dire dans Ouest France. C'est-à-dire dans Ouest France. Merci beaucoup, Saveria. Lundi matin, nous consacrerons du temps à analyser les résultats des élections du référendum de Nouvelle-Calédonie, oui ou non à l'indépendance, avec nos correspondants sur place. Vous avez vu tout à l'heure un sujet dans cette troisième partie d'émission de Jérôme Rabier. Et puis, dans un instant, vous allez avoir droit à la météo, le temps que vous allez avoir pour ce peut-être long week-end pour certains d'entre vous. Jeudi de la Toussaint. Et puis ensuite, c'est le Zapatin de Christophe Combarieux. On regardera ce qui s'est passé ces dernières heures et ce matin dans les autres matinales d'infos. Merci à tous. Merci de votre fidélité. Très bon week-end si vous en prenez un prolongé. Merci Saveria. Et à lundi. Au revoir. Au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Emmanuel Macron recharge les batteries. Le président vide son agenda pour quelques jours de repos, le temps de reprendre des forces. Est-ce qu'il est fatigué par la rentrée compliquée qu'il a eue, notamment avec les départs de messieurs Hulot et Collomb, ou parce qu'il n'a pas pu assez se reposer cet été lors d'un été agité par l'affaire Benalla? Il a donc fait avancer le Conseil des ministres ce matin pour pouvoir profiter de 4 jours de repos. Le Parisien a fait les comptes. En 1 an et demi au pouvoir, Emmanuel Macron a fait plus de 230 déplacements en France, à l'étranger. Peut-être même certains ou certaines d'entre vous feront le pont du 1er novembre. Et donc, en fait, comme des millions de Français, il peut arriver au président de la République de prendre quelques jours. On dit que le président est un peu fatigué. Vous confirmez? Vous l'avez trouvé comment ce matin, le président? Madame Belloubet, bonjour. On dit que le président est un peu fatigué. Vous confirmez? Écoutez, s'il est fatigué, qu'il se repose. Il fatigue aussi beaucoup les Français qui n'ont pas toujours le temps de se reposer de sa politique. Que ça lui donne aussi le temps de réfléchir à ce qu'il fait. Monsieur Fesneau, vous l'avez trouvé comment ce matin, le président? Vous l'avez trouvé comment ce matin, vous, le président? Vous l'avez trouvé comment ce matin? Nous avons vu un président jeune et dynamique, increvable, et qui a déjà des petits coups de pompe. Je crois que quand on est en charge de la France et des Français, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. On dit que le président est un peu fatigué, vous confirmez? Il va prendre quelques jours pour souffler. Est-ce qu'il a trop tiré sur la corde? Pas de polémique. Écoutez, la République a un agenda soutenu et qui veuille se reposer 24 heures, je peux le comprendre largement. Mais c'est une polémique inutile. Par contre, la question qui est posée là, le lien est-il brisé avec les Français? Oui. Nous allons, vaille que vaille, régler nos comptes. Ces comptes, ce sont ceux d'un peuple maltraité, humilié, appauvri, ridiculisé, insulté par celui qui est censé le représenter. Le président de la République a une personnalité forte et volontaire. Et ce qui est important, c'est qu'il soit, toujours dans l'objectif de réformer la France et de faire en sorte que les Français vivent mieux. Nous allons, au mois de mai prochain,
avec nos bulletins de vote, clamer de toute notre force « Stop Macron !» Stop à cette folie qui est en train d'emporter la civilisation humaine, qui est l'irresponsabilité de la finance.